cette plage horaire est théoriquement dévolue TD. Seulement, je vous ai dit que nous commencerions la TD effectivement plus tard, n'est-ce pas, dans la deuxième moitié du mois d'octobre. Parce que nous avons besoin d'accumuler suffisamment de cours avant, si vous voulez, pour avoir le matériau nécessaire, correspondant aux exercices que je vous proposais en TD. Alors évidemment, quand nous nous mettrons à faire effectivement les TD, nous reverserons dans le volume horaire des TD ce que nous aurons donné déjà des TD au cours, n'est-ce pas? Évidemment, nous ferons nos 10 séances de TD comme prévu. Voilà, mais simplement, donc elles ne vont pas commencer tout de suite. Cela étant, rapidement, pour faire connaissance avec vous, là, puisqu'on m'a donné des listes de TD dans l'état actuel des inscriptions, je vais voir rapidement qui vous êtes. Enfin, c'est pas pour faire un appel, mais pour avoir une première idée. Alors, parmi ceux qui font économie et politique publique, donc on m'a donné les noms de Boudi, Maxime, il n'est pas là, Bravaccini, Sabrina, d'accord, Kwame, Audrey, Roll, Rachel, Siamer, Rim. Ensuite, parmi les gens qui font économie comportementale et décision, mademoiselle Belkadi, Nassira. Voilà. Monsieur Bourras. Compère. Mao. Oui. Oui. Mademoiselle Polion. Non. Monsieur Souli. Alors, je ne sais pas. Soun. C'est ça, c'est un monsieur. D'accord. Tian. Ouais. Attendez. C'est nom ou prénom? Conflit de télé. Nom ou prénom? Tian, Tian, le nom. Non. Le nom. Donc, c'est vous, mademoiselle ou madame Shenglin Tian. Ouais. C'est ça, non? C'est moi sûr. Ouais. Ok. On va s'en sortir. Jean. C'est moi. C'est vous. Tianli, le prénom. Parfait. Et enfin, alors le contingent le plus nombreux, les gens qui font ingénierie des projets des politiques publiques. Benaoudia, monsieur Benaoudia. Pas là. Monsieur Berra. Ok. Mademoiselle Cassette. Monsieur Diaguité. Monsieur Faye. Mademoiselle Fernandez Costa. Je vais vous appeler toutes systématiquement mademoiselle, ne le prenez pas en mauvaise part, comme on faisait pour les actrices au XVIIe ou au XVIIIe siècle, n'est-ce pas, même quand elles avaient un âge avancé, etc. Donc je vous appelle mademoiselle, n'y voyez pas de... Étant entendu qu'on n'ira pas plus loin dans l'investigation de votre statut matrimonial. Fraschini. Monsieur Isem. Klinger. Ou Klinger, je ne sais pas comment on dit. Hein? Klinger, d'accord. Lacam. L'Omnani, elle n'est pas là. Le Marshal, Mannaï, mademoiselle Mannaï, elle n'est pas là. Monsieur Masgoudi, Maclinch, Méliani, Mogdad, Ramoun, Rousseau,
Cédric. Sako. Elle n'est pas là. Kansamani. Verbrook. Florine. Est-ce qu'il y a des gens que je n'ai pas nommés? Oui, alors les étudiants Erasmus, effectivement, puisqu'ils ne sont pas sur ces listes-là, d'accord. Et puis, vous êtes dans quel parcours? Comportemental. Pardon? Comportemental. Comportemental. Attendez, écrivez-moi votre nom si vous voulez bien, votre prénom. Comme ça, je vais vous coucher sur la liste. Merci. Pico avec un T, hein, c'est ça. Merci beaucoup. Ensuite, qui c'est que je n'avais pas nommé? Chamak. C'est la Chamak. Chamak. Oui. Ça s'écrit C-H-A-M-A-K. D'accord, le vrai nom? Gabriel. Gabriel. Et vous êtes dans quel parcours? Comportemental aussi. Mais vous n'êtes pas sur la liste parce que c'est des inscriptions toutes récentes ou bien? Non, on ne sait pas. Et vous, mademoiselle, vous êtes dans quel parcours? Et c'est quel nom? Pardon? Belkadi, d'accord. Entendu. Alors, je poursuis donc le propos qu'on avait entamé vendredi dernier. Je voulais m'excuser, j'ai laissé mon téléphone ouvert. Il est possible que je reçoive un coup de téléphone important et exceptionnellement, je me permettrai donc d'y répondre. Alors, je vous rappelle que nous étions donc on avait fait une première partie que nous avions intitulée les projets et le calcul économique public. Alors, pour mémoire, il y avait un chapitre 1 sur lequel on ne reviendra pas, qui était consacré à quelques éléments d'histoire et de problématiques des projets et de l'analyse des projets. Ben non, on était toujours dans ce chapitre 1, finalement. Alors, il y avait une section 1 qui était où on était parti à la recherche de définition, je ne reviens plus dessus. Il y avait une section 2 où on s'était intéressé à la forme des projets et à l'historique de la technique des projets. Il y avait une section 3 qu'on avait intitulée des projets à l'analyse économique des projets. Une section 4, je vais commencer à écrire, une section 4 qui était consacrée à une définition de l'analyse des projets très générale et une typologie des méthodes très incomplète, mais portant sur les méthodes principales effectivement pratiquées. Typologie des méthodes d'analyse de projet. Grosso modo, donc, on avait parlé de ces méthodes qui avaient
structurer le champ des débats sur l'analyse des projets, dont les principales représentantes des catégories diverses étaient d'un côté la méthode dite des effets. Donc on verra que c'est une méthode, disons, c'est un ensemble de méthodes qui relèvent de ce qu'on appelle les méthodes de coût-avantage. Et, pardon, je dis une bêtise, excusez-moi. On avait opposé donc la méthode dite des prix de référence, qui est une particulière des méthodes de coût-avantage, si vous voulez, et la méthode des effets. Et je vous avais dit, la méthode des prix de référence et plus généralement la méthode de coût-avantage relève de ce qu'on appellera, nous, dans une typologie encore plus générale et encore plus compréhensive, les méthodes qui sont assises sur une conception de la valeur utilité, n'est-ce pas, et qui cherchent à évaluer la valeur utilité totale, et alors que la méthode des effets relève, parmi d'autres, d'une évaluation, d'une démarche d'évaluation économique de la valeur, ce qu'on appelait de la valeur activité, de la valeur activité totale. Bien, section 5, on en était là. On l'avait intitulé Exigence morale et décision publique. Alors, je vais préciser le propos dans des paragraphes successifs. Un premier paragraphe où on avait pris prétexte de la crise comme donnant à voir ou exacerbant un regain d'exigence morale. On avait dit que la crise était l'occasion, que les crises étaient l'occasion, d'une façon générale, n'est-ce pas, de remettre l'accent sur la double préférence pour l'équité et pour l'efficacité, ou l'efficacité et l'équité, n'est-ce pas, qui est au cœur de la problématique des économistes, si vous voulez, et la crise, parmi d'autres, est un moment où revient la formulation, le sentiment de nécessité, voire l'urgence concernant ces problématiques et la question de la validité des méthodes par lesquelles on s'assure de l'équité et de l'efficacité des décisions prises. La crise est le regain cyclique de l'exigence morale. Ensuite, dans un paragraphe 2, on avait observé que parmi toutes les crises, celle que le système de régulation antérieur, le système dit fordiste, a fini par susciter, à partir des années 70, du milieu des années 70, eh bien, cette crise, au fond, donnait à voir des conditions particulières de cette double préférence pour l'équité et l'efficacité. Je le dis pour l'efficacité et la justice, peu importe. Pour l'efficacité et la justice, alors quelles sont ces conditions actuelles? C'est un élargissement de dimension de cette problématique
c'est-à-dire que les problèmes économiques et sociaux sont posés dans des dimensions nouvelles, à la fois dans le temps et à la fois dans l'espace. Le changement de dimension des problèmes économiques et sociaux. Donc élargissement dans le temps, élargissement dans l'espace, élargissement dans le temps en direction, sous la forme de la préoccupation pour les générations futures, n'est-ce pas, et l'impact qu'elles peuvent ressentir des décisions que nous prendrions aujourd'hui, n'est-ce pas, et élargissement dans l'espace avec la question de l'impact à l'échelle de la planète, n'est-ce pas, ou sur des populations éventuellement lointaines par rapport aux décideurs, n'est-ce pas, de la décision prise. Donc, changement de dimension des problèmes économiques et sociaux. Et nous en étions restés à dire que de plus, ce changement de dimension s'accompagnait d'un changement de nature de ces problèmes. C'était l'idée suivante: le changement de nature des problèmes et ses conséquences sur la politique de régulation publique. Sur les politiques de régulation. Bien. On a été donc resté là. C'est-à-dire que ce changement de dimension, donc à la fois dans le temps et dans l'espace, de dimension des problèmes économiques et sociaux, s'accompagne donc d'une modification de la nature de ces problèmes. Et ce que nous avions déjà dit avant de nous quitter la dernière fois à ce titre, c'était que, mais je le rappelle, que l'analyse économique en termes de capital, de biens et de services s'élargissait au concept de patrimoine et au concept de ressources. C'est un changement qui a déjà une quarantaine, une cinquantaine d'années, et même peut-être plus encore si on remonte aux précurseurs. Je pense en particulier à Hotelling, qui est un nom qu'on retrouve beaucoup dans des domaines très divers de la réflexion en économie, et qui est quelqu'un de tout à fait fécond. Mais donc, entre les précurseurs, évidemment, et le moment où un changement de vision s'installe, il faut du temps. Et ce changement de vision, c'est celui de, finalement, l'intégration de ce qu'on appelle l'environnement dans le comportement des décideurs et aussi dans le comportement des particuliers. Et donc, il ne faut pas le prendre comme une espèce de... Oui ? On est dans quelle section maintenant ? Pardon ? On est dans la section 3 maintenant ou... On est dans la section 5. Oui, mais paragraphe 3. 3, ok. Merci. Je disais donc qu'il ne fallait pas le prendre comme une catégorie supplémentaire, mais comme quelque chose dont l'irruption engage une nouvelle lecture de la théorie de la décision, engage au fond de renouveler les principes et renouveler les méthodes de la théorie de la décision. Donc c'est une espèce de révolution, si vous voulez.
Alors, si on regarde ce que ça donne, si on applique ça au champ qui nous intéresse, c'est-à-dire celui de la décision publique. La décision publique prend désormais en compte, par exemple, le patrimoine collectif naturel au titre du respect de ce nouveau type d'équilibre qui vient s'ajouter au respect antérieur des équilibres traditionnellement pris en compte et qui est l'équilibre de l'environnement. Et du coup, les objectifs de la politique de régulation publique s'élargissent d'abord à une première problématique qui est une problématique de protection. C'est-à-dire qu'il y a des types de protection qui sont nouvellement pris en charge par la politique de régulation publique. Par exemple, la protection des ressources vivantes, que ce soit la protection des espèces humaines, végétales ou animales, la protection des ressources non renouvelables. Alors, ce niveau des politiques de protection est en fait un premier niveau, c'est-à-dire que à ne s'intéresser qu'à des politiques de protection, ça suppose que la régulation de la gestion des ressources s'effectue normalement dans le cadre des pratiques contractuelles de l'économie de marché et qu'il n'y a finalement que dans un nombre limité de cas que l'intervention publique de régulation dans ce domaine serait justifiée, c'est-à-dire lorsqu'il y a un conflit patrimonial ou lorsqu'il y a une surexploitation. Voilà donc quel est l'objet et quelle est la limite, en quelque sorte, de cette référence ou cette traduction en termes de politique de protection. Alors, qu'est-ce qu'on rencontre comme politique de protection ? La protection, par exemple, du patrimoine génétique humain par le biais de l'interdiction de manipulation génétique, etc. etc. Bon. Ça durera ce que ça durera. Hein. Je veux dire, il ne faut pas se faire d'illusions. Il ne faut pas se faire d'illusions sur la toute-impuissance, si je puis dire, de la réglementation et encore plus des comités d'éthique dans ce domaine. Il arrivera, bon, par exemple, je ne sais pas, on parle du clonage humain, n'est-ce pas, qui est interdit. Je pense qu'il se fera, s'il ne s'est pas déjà fait, il se fera forcément. Simplement parce que l'histoire enseigne que quand des techniques sont là qui permettent, n'est-ce pas, de pratiquer un certain type d'intervention, elles sont forcément pratiquées, n'est-ce pas? Pour peu que. Alors vous allez me dire, mais quand est-ce qu'il y aura des clones humains? Oh, je sais quand, en tant qu'économiste, je sais quand il y aura un marché pour ça, n'est-ce pas? mais bon, enfin, donc, pour l'instant, des politiques de protection du patrimoine génétique humain, des protections des espèces animales qui prennent des aspects ou des moyens différents, des moyens de réglementation de la chasse, de la pêche, etc. Donc de la pêche en mer, etc., vis-à-vis de certaines espèces, donc des limitations dans le temps, des limitations quant à la taille des prix, ce que sais-je, etc., etc. Toutes les réflexions qui sont tout à fait d'actualité sur le droit des animaux et sur le développement du droit des animaux, vous en entendez parler peut-être.
Toujours dans les politiques de protection, ou du moins les principales, qu'est-ce qu'on rencontre toujours? Des politiques de protection des espèces végétales, des politiques de protection des forêts, de protection de l'eau, de protection des rivières, de réglementation des forages, et la protection des ressources minières sous les espèces d'une protection contre une exploitation qui serait incontrôlée de ces ressources. Vous voyez que ce qu'il y a derrière toutes ces politiques de protection, c'est soit le risque perçu de disparition du patrimoine à cause de rythmes d'exploitation inadaptés des ressources, soit des considérations éthiques lorsqu'il s'agit du patrimoine génétique. Maintenant, la conséquence de ces changements intervenus et de la prise en compte, encore une fois, de ce nouvel équilibre qui est celui de l'environnement, et le changement de dimension, encore une fois, dans le temps et dans l'espace de la façon dont sont perçus les problèmes économiques et sociaux, amène un autre type d'élargissement de la responsabilité publique, que ce soit la responsabilité publique centrale, celle de l'État, que ce soit la responsabilité publique locale. Et ce domaine, c'est le domaine de la préservation. Donc, une chose sont les politiques de protection, et une autre dimension, une autre problématique est celle de la préservation. La préservation, ce n'est pas la même chose que la conservation. Et donc, on se pose un certain nombre de préoccupations théoriques nouvelles, autour, par exemple, vous en avez entendu parler aussi, des conditions d'apparition de ce qu'on appelle le développement durable. D'accord? Donc, ça veut dire pas seulement conserver, mais préserver, n'est-ce pas? Faire en sorte, préserver, faire en sorte que les générations futures, n'est-ce pas, aient au fond à leur disposition un volant de ressources qui ne soit pas entamé par nos pratiques, si vous voulez, contemporaines. Et tout cela, finalement, renouvelle cette question qui est centrale en économie, et qui va être évidemment centrale dans ce cours, qui est la question de la valeur. Donc, la question récurrente en économie de la valeur se trouve, du coup, posée de façon différente et donne lieu à un certain nombre de développements. Nous en parlerons abondamment. Et alors, tout ceci a des conséquences en matière d'exigence de méthode nouvelle. Paragraphe 4. Conséquence, l'enjeu contemporain en matière de méthode. Des évaluations économiques. L'enjeu contemporain en matière de méthode d'évaluation économique. Ce qu'on vient de signaler, c'est-à-dire ce qu'on a appelé l'extension du champ de la régulation, posant de nouvelles questions, et donc naturellement à l'origine d'une recherche de nouveaux instruments d'analyse et de nouveaux outils en matière d'évaluation. Quand je parle de nouveaux instruments d'analyse, je peux vous en donner un exemple.
on considérait jusqu'alors le capital naturel comme étant exclusivement, porteur de valeurs d'usage. N'est-ce pas ? Eh bien, dans le contexte que je viens d'évoquer, au fond, on va s'intéresser à un autre type de valeurs dont serait porteur le capital naturel, qui seraient des valeurs de non-usage. D'accord ? Dans la mesure où la reproduction de ce capital naturel, qui se trouve souvent contesté par des prélèvements excessifs par rapport à la capacité qu'il aurait de se renouveler, par l'épuisement des ressources non renouvelables, etc., ça introduit des déséquilibres entre les chances de développement des acteurs présents par rapport aux acteurs futurs. Et ça lie les choix des acteurs futurs par rapport aux choix de ces acteurs présents que nous sommes. Et donc, l'extension du champ de la décision publique nécessite le développement d'outils nouveaux. Il va falloir créer des outils qui soient propres à résoudre les nouvelles questions qui se posent. Tout ça pour dire que ce champ de l'évaluation économique est un champ en plein développement, si vous voulez, et c'est même une discipline, si je puis dire, ou un champ de recherche très foisonnant. Il y a des tas de propositions qui viennent de partout, n'est-ce pas ? C'est assez difficile à classer d'ailleurs, parce que les gens ne partent pas forcément des mêmes prémices, etc. Donc c'est pas forcément articulable facilement, mais c'est un champ, encore une fois, très foisonnant. Ça ne veut pas dire que le matériau traditionnel de l'évaluation économique soit pour autant devenu inutilisable. Ça veut dire que, comme souvent dans ces cas-là, on essaie de partir de ce matériau traditionnel pour arriver à y intégrer des exigences nouvelles en proposant des protocoles nouveaux. Et alors, c'est notamment le cas de l'analyse coût-avantage, dont nous parlerons beaucoup plus précisément par la suite, qui est la plus connue, disons, le plus connu des types de méthodes d'évaluation économique. Cette analyse coût-avantage a fait l'objet de développements nouveaux avec l'extension, notamment, justement, de l'économie des actifs naturels. C'est-à-dire qu'on a introduit des préférences pour l'usage de ces ressources ou des préférences pour le non-usage de ces ressources. Et ça va nous conduire à étudier un certain nombre d'outils récents de l'évaluation que sont la disposition à payer, ce qu'on appelle la disposition à payer des particuliers pour profiter d'un effet, ou la disposition à recevoir pour accepter de supporter un effet. Donc l'analyse coût-avantage a effectivement été le lieu d'un certain nombre d'innovations en matière méthodologique et instrumentale. D'autres méthodes apparaissent qui cherchent aussi à intégrer les exigences nouvelles, mais elles sont, dans l'état actuel, moins flexibles que ne l'est l'analyse coût-avantage, qui a une propension meilleure à, disons, à intégrer des éléments nouveaux. Et donc, je vous le disais, par ailleurs, à part la question des actifs naturels, le temps et l'espace sont de plus en plus au cœur des problèmes de mesure des effets. Les outils s'affirment dans le premier cas, dans la question de
la prise en compte du temps. Il y a un certain nombre de, par exemple, un certain nombre de recherches qui ont été menées sur l'équité intergénérationnelle. Il y a un certain nombre de développements qui ont pu être faits à propos des choix de taux d'actualisation. Pour l'espace, c'est beaucoup moins sûr, n'est-ce pas? Il y a beaucoup moins de choses, si vous voulez, méthodologiquement fermes, si vous voulez, et claires, qui aient pu jusqu'à présent être mis au point au regard de cet élargissement dans l'espace des problématiques. Paragraphe 5. De l'évaluation économique des projets à la démarche de l'évaluation économique générale. Ou alors, est-ce que je traite de ça maintenant? Attendez une seconde. Oui. Paragraphe 5. Non, c'est tout dans la même section. Section 6. Section 6. Je vais créer une section 6 que je vais appeler évaluation économique des projets et évaluation économique générale. Alors, paragraphe 1, je vais le rebaptiser du coup parce que j'avais donné, je viens de donner le nom de la section à ce paragraphe. Paragraphe 1, l'intérêt à resituer la méthodologie d'analyse des projets dans la démarche générale de l'évaluation économique. Bon, je ne sais pas si c'est très clair. Qu'est-ce que ça veut dire dans mon esprit, tout au moins? Ça veut dire que, en fait, on ne va pas faire, et je vais m'en expliquer, n'est-ce pas? On ne va pas faire tant un cours de méthode d'évaluation économique des projets plutôt qu'un cours de méthode d'évaluation économique générale, qu'on sera libre d'appliquer au projet, comme on sera libre de l'appliquer à toutes sortes d'autres objets. D'accord? L'idée que je veux dire par là, c'est la suivante, c'est-à-dire que en quoi consiste l'évaluation économique générale? Ça consiste à comparer des états du milieu et à mesurer
les transformations qui ont été opérées ou qui sont survenues. Donc, si vous voulez, l'évaluation, c'est pas seulement mesurer, c'est également comparer. D'accord ? Comparer les états du milieu et mesurer les transformations qui ont été opérées ou qui sont survenues entre ces états. Alors, ces transformations qui ont été opérées ou qui sont survenues, elles peuvent avoir été opérées ou être survenues à la suite d'une action finalisée. Un processus de production, un projet, au sens où nous en avons parlé depuis le début, un programme, une politique. Quand c'est le cas, ce qui nous intéresse dans l'évaluation économique, c'est de l'utiliser pour éclairer la décision. Éclairer la décision quant à la mise en œuvre ou non de ce projet, de ce programme, de cette politique, n'est-ce pas ? Et éventuellement, alors avant la prise de décision, bien évidemment, mais on verra qu'il y a d'autres moments où on peut trouver intérêt à évaluer économiquement un projet, un programme, une politique à d'autres moments de son existence, si vous voulez. C'est-à-dire en cours d'existence, éventuellement, voire même après que ça se soit déroulé, n'est-ce pas ? Parce que quand ça s'est déroulé, il y a peut-être un certain nombre d'effets qui apparaissent qu'on n'avait pas prévus, n'est-ce pas ? Ou que le temps même, par exemple pour les projets, il y a une évaluation qu'on ne fait jamais parce que les ordres sont les ordres, mais qu'on appelle l'évaluation ex post, n'est-ce pas ? Qui consisterait à évaluer un projet assez longtemps après qu'il se soit déroulé, n'est-ce pas ? Pour laisser justement au temps la capacité à faire apparaître des effets qu'on n'aurait pas vus, n'est-ce pas ? Ou de faire en sorte que ces effets atteignent un seuil tel qu'on puisse les voir, n'est-ce pas, à force de cumul, etc., etc. Bon, cette évaluation ex post, ce serait très intéressant, en réalité, pour savoir s'il convient de réitérer ce genre de projet, n'est-ce pas ? Bon, si on avait fait des évaluations ex post de grands barrages, par exemple, et si on était raisonnable, je ne sais plus si on ferait encore des grands barrages. Bon, mais voilà, c'est pour dire que on peut évaluer une action finalisée à divers moments, n'est-ce pas, avant que la décision initiale concernant son existence tout simplement soit prise, ou bien à divers moments clés en cours d'exécution, n'est-ce pas, ou bien à la fin, ou bien longtemps après la fin, n'est-ce pas, bon, peu importe. Donc il s'agit toujours d'éclairer la décision, que ce soit la décision initiale de mise en œuvre, que ce soit des décisions de réorientation en cours de processus opérationnel, n'est-ce pas, ou que ce soit pour avoir un jugement final consolidé, si je puis dire, sur ce qui s'est passé, donc avec des mesures finalement différentes, n'est-ce pas, et éventuellement utiliser ça pour savoir si on reconduit des projets de type analogue dans des circonstances relativement analogues. Mais au fond, l'application de cette démarche d'évaluation économique telle que je l'ai brièvement définie, comparer des états du milieu et mesurer les transformations opérées ou survenues, cette démarche peut s'appliquer au projet, et l'application de cette démarche au projet ne diffère pas fondamentalement ni dans les concepts qu'on utilise, ni dans les méthodes qu'on utilise, de son application à d'autres objets et à ces autres objets que sont les programmes ou les politiques. Je dis ça pour les gens qui s'intéressent, qui font ingénierie, n'est-ce pas, et qui s'intéresseront à faire
de l'évaluation des politiques, n'est-ce pas? Alors certes, il y aura un certain nombre un certain nombre de protocoles et un certain nombre de méthodes de détail différentes, mais les principes de l'évaluation, n'est-ce pas, et les outils méthodologiques de l'évaluation ne seront pas différents. Maintenant, ce que je veux vous faire voir en parlant d'évaluation économique générale, c'est que au-delà même de ça, c'est-à-dire au-delà même de la mesure des effets reçus en commun à la suite de projets, de programmes ou de politiques, à la suite de toute action finalisée, de toute transformation d'un milieu consécutive à une action finalisée, répondant à un objectif, eh bien, il en est encore de même. C'est-à-dire qu'on peut utiliser les mêmes principes et les mêmes concepts, si vous voulez, et les mêmes fondements de méthode quand il s'agit de la transformation d'un milieu, une transformation qui, elle, ne serait pas forcément finalisée. Exemple, les catastrophes naturelles. Bon, on peut les supposer non finalisées, c'est pour ça qu'on les appelle naturelles, n'est-ce pas, à tort ou à raison, n'est-ce pas? Mais en tout cas, voilà, une catastrophe naturelle aboutit à une transformation d'un milieu, n'est-ce pas? Rien ne vous empêche donc de comparer les états du milieu avant la catastrophe, après la catastrophe, et de mesurer la chose, n'est-ce pas? Par ces temps d'ouragan récurrents, n'est-ce pas? On voit bien ce que ça veut dire. Eh bien, ça relève toujours des mêmes méthodes d'évaluation économique générale. Voilà pourquoi ce cours sera plutôt un cours d'évaluation économique générale que d'évaluation économique des projets, n'est-ce pas? Libre à chacun d'appliquer ces mêmes méthodes au projet, puisqu'elles ne diffèrent pas du tout dans leur essence. Et donc, le cours va se focaliser sur les concepts, les méthodes et les instruments d'une ingénierie de l'évaluation économique, libre à chacun de les appliquer au projet stricto sensu ou à tel autre des objets que j'ai évoqués. Une démarche donc, un cours dont la démarche est celle d'un cours d'évaluation économique générale. Bon, si ça vous gêne, vous pouvez toujours l'appeler cours d'analyse économique des projets. On peut toujours le faire en convenant entre nous que on définirait alors comme projet toute transformation qui se solderait par une création d'actifs et ou par une destruction d'actifs. Alors si on appelle ça projet, n'est-ce pas? Toute transformation se soldant par une création d'actifs ou une destruction d'actifs, notre cours d'évaluation économique générale pourra bien être appelé un cours d'analyse économique des projets. Paragraphe suivant, paragraphe 2. La nécessité de la conformité des techniques d'évaluation, la nécessité de la conformité des techniques d'évaluation avec les principes de la théorie économique. Techniques d'évaluation. On a vu depuis le début que, depuis maintenant une cinquantaine d'années déjà, les méthodes d'évaluation économique se sont beaucoup démocratisées, ce qui prouve qu'elles sont devenues un enjeu social important.
Mais il est indispensable que, pour autant, les techniques mobilisées soient en conformité avec les principes de la théorie économique. Et il y a un certain nombre de confusions qui existent, notamment parce que le terme d'évaluation est lui-même un terme ambigu et qu'il est quelquefois utilisé de façon abusive. Je vous ai dit, évaluer, c'est pas seulement donner une valeur, c'est aussi comparer. Alors, ça fait une cinquantaine d'années donc que des études d'évaluation économique ont proliféré dans tous les secteurs d'activité et à tous les niveaux de territoire, et en particulier dans les zones sensibles des pays du Sud. C'est a priori, ou ça peut apparaître a priori comme une bonne chose, puisque ça traduit, dans le meilleur des cas, la volonté de fonder la décision sur des méthodes rigoureuses et sur des estimations fiables. Est-ce que vous pouvez aller un petit peu plus doucement, s'il vous plaît, pour les explications? Merci. Donc, oui, mais bon, c'est pas essentiel. Non, on n'a pas de support de cours, je ne sais pas ce qu'il faut noter ou pas noter, c'est pour ça. Maintenant, avec l'accroissement de ces études, ont proliféré des dérives méthodologiques, ce qui fait qu'il y a parfois des pratiques en matière d'évaluation qui sont tout à fait éloignées de l'orthodoxie. Ce qui fait qu'on ne sait plus très bien, quelquefois, ce que sont les méthodes d'évaluation et ce qu'elles ne sont pas. Or, il y a j'ai parlé de zones sensibles, il y a des contextes où cette question peut être vitale. C'est-à-dire, supposez que vous travaillez sur des projets qui intéressent la pression qui est exercée sur les actifs naturels, par exemple dans des zones arides, etc., etc. Donc vous voyez que très vite, cette question peut être vitale, si vous voulez, que celle de la conformation, encore une fois, des méthodes d'évaluation économique au principe de la théorie. Ça nous amène à parler de la nécessité de fonder la décision publique sur ce que j'appellerais l'économie réelle. La nécessité de fonder la décision publique sur l'économie réelle. Alors, qu'est-ce qu'on va entendre ici par économie réelle? Il faut le définir. La plupart des cours que vous avez suivis en économie, quantitativement, la grande majorité, n'est-ce pas, ne portaient pas sur l'économie réelle. Ils portaient sur une économie apparente. Qui est l'économie observée, celle dont les phénomènes, dont les manifestations viennent directement sous les yeux, n'est-ce pas, à travers des indicateurs, des systèmes d'information, si vous voulez, qui vous donnent à voir un certain nombre de choses. Alors, je ne sais pas, vous ouvrez la radio, je sais pas, on vous raconte que il y a telle conjoncture à la Bourse de Paris parce qu'il y a eu un discours de la responsable de la Fed à propos, etc., etc. Pardon. Vous avez donc tout un système d'information, n'est-ce pas, qui vous donne à voir une économie dont on pourrait dire, sans du tout... sans intention péjorante, que c'est l'économie apparente, n'est-ce pas? Mais il faut aller plus loin. Ce n'est pas seulement l'économie apparente, c'est une économie virtuelle, par opposition à une économie réelle. C'est-à-dire que l'économie observée est en réalité une économie
virtuelle, c'est l'économie des prix observés. Et les prix observés, c'est ce que nous avons appelé les prix financiers, les prix observés sur le marché. Alors, certes, ces prix observés sur le marché génèrent, bien entendu, des comportements, des positionnements, des ajustements, etc., de la part des agents économiques, évidemment, n'est-ce pas, des perceptions, des actions, etc., etc., bien entendu. Mais ce que on pourrait appeler économie réelle, au regard de cette économie virtuelle, donc observée, mais paradoxalement virtuelle, n'est-ce pas, l'économie réelle, ce serait celle des coûts effectifs. C'est-à-dire l'économie des prix réels, et non pas des prix financiers, ou encore des prix économiques. Et donc on a ce paradoxe que l'économie virtuelle, c'est l'économie visible, alors que l'économie réelle n'est pas apparente. Et alors c'est important évidemment de garder et de bien éclairer cette distinction, parce qu'il y a un décalage entre ces deux catégories, l'économie qu'on a appelée virtuelle, celle des prix financiers, et l'économie qu'on a appelée réelle, celle des coûts, parce que ce décalage entre ces deux catégories, finalement, explique les mauvaises décisions en matière économique, ou explique pour partie, disons, les mauvaises décisions, puisqu'il y a tellement de raisons de prendre de mauvaises décisions, n'est-ce pas, bon, en dehors de la prise en compte d'un système erroné de prix, si vous voulez. Bon, donc, enfin, apparent mais erroné, c'est-à-dire ne rendant pas compte du coût réel pour la collectivité de l'utilisation d'une ressource. Donc, ce décalage entre l'économie virtuelle et l'économie réelle explique les mauvaises décisions, en partie, mais en grande partie, explique en partie les conflits sociaux. Hein, il y a des choses qu'on ne comprend pas. Il y a des choses qu'on ne comprend pas si on se réfère aux catégories de ce que j'ai appelé l'économie virtuelle, n'est-ce pas, les producteurs qui viennent jeter leur production dans la rue, n'est-ce pas, ou sur les routes, n'est-ce pas, jeter des cargaisons de pommes sur les routes, etc. Ces pommes étant affublées par ailleurs d'un prix, n'est-ce pas, pouvoir se vendre sur le marché, on ne comprend pas ça si on en reste à l'économie virtuelle. Ce décalage entre économie virtuelle et économie réelle explique en partie les gaspillages de ressources. Ce décalage entre économie virtuelle et économie réelle explique en partie les destructions de patrimoine. Il explique en partie toujours les déséquilibres de croissance. Alors, devant cette dualité entre économie virtuelle et économie réelle, si on regarde un peu plus avant les choses, on s'aperçoit que l'une et l'autre, par leur prise en compte seule, unique, amènent un certain nombre de problèmes. Ce qu'on peut reprocher à l'économie virtuelle, c'est d'abord d'être incomplète. Elle est incomplète parce que vous avez un certain nombre de biens et de services qui n'ont pas de prix. Donc, à ce titre, ils ne sont pas pris en compte, si vous voulez, dans... regardez par exemple toute la discussion actuelle sur l'intérêt à donner un prix au carbone, n'est-ce pas, à la suite des accords de Paris, n'est-ce pas, bon, même si ça s'éloigne un peu apparemment maintenant. Mais bon, il y a un certain nombre de biens et de services qui n'ont pas de prix. Il y a un certain nombre de biens et de services
dont les prix sont partiels. C'est le cas pour bon nombre de ressources naturelles marchandes. Donc, l'économie virtuelle est incomplète, et le calcul économique qu'elle permet est donc incomplet, et en plus, l'économie virtuelle est trompeuse. Elle est trompeuse, pourquoi? Parce que les prix qu'elle utilise peuvent être, alors, soit artificiels, c'est le cas, par exemple, des prix qui sont produits par le fonctionnement de marché en concurrence imparfaite, les prix de monopole, etc., etc. Ou bien les prix qu'elle utilise peuvent être des prix arbitraires. C'est le cas dans certains pays des prix administrés. Il y a eu des prix administrés jusqu'à d'ailleurs assez récemment en France. Mais bon. Donc, un certain nombre de défauts à cette économie virtuelle. Quant à l'économie réelle, de son côté, elle a le défaut, justement, de ne pas être observable facilement, naturellement. Elle ne propose pas de système d'information cohérent, elle ne peut pas être directement accessible aux acteurs. Par exemple, un agriculteur qui va utiliser des intrants de telle et telle nature, ou qui va opérer tel ou tel type de pratique culturelle, ne peut pas avoir une appréciation juste de ce que serait le coût réel, social, si vous voulez, de ces pratiques culturelles ou de cette utilisation d'intrants. Alors, l'existence de cette dualité entre cette économie virtuelle et cette économie réelle, cette économie observée et cette économie réelle, s'est construite sur une fiction qui est la fiction que le marché était pourvoyeur de l'information nécessaire à la décision efficiente. Et du coup, ça a permis l'émergence de systèmes de comptabilité, aussi bien de comptabilité privée que de comptabilité publique, qui occultent la réalité des coûts réels nets qui sont supportés, et qui occultent aussi la totalité des coûts réels nets supportés. Je disais que il y a eu, à partir de cette dualité, ça a permis l'émergence de systèmes de comptabilité tant privés que publics qui occultent la réalité et qui occultent la totalité des coûts réels, des coûts sociaux réels, effectivement supportés. Et donc, l'usage de tels systèmes de comptabilité, privés ou publics, explique que les décisions soient prises en toute ignorance des conséquences réelles de ces décisions, et à un autre niveau, ça explique en partie l'inefficacité des modes de régulation. Alors, si l'on oppose cette économie des prix à cette économie des coûts, n'est-ce pas, l'économie des prix financiers, l'économie des prix observés, n'est-ce pas, et l'économie réelle des coûts sociaux nets supportés, on pourrait dire que
on pourrait dire, pour raccourcir encore la formule, n'est-ce pas, économie des prix versus économie des coûts, on pourrait faire allusion, même s'il y a dans cette phrase une petite connotation morale qui est, qui n'est pas forcément exclue de notre problématique, c'est la fameuse phrase de Oscar Wilde. Je n'ai pas l'économiste, hein, pour ceux qui qui parmi ces formules géniales, n'est-ce pas, avec celle-ci, il disait, attendez, que je la cite exactement, que je ne me trompe pas sur son libellé, parce qu'évidemment elle est plus belle quand elle est citée exactement. Le cynisme, c'est connaître le prix de tout et la valeur de rien. Le cynisme, vous pouvez mettre ça en exergue de notre cours, n'est-ce pas? Le cynisme, c'est connaître le prix de tout et la valeur de rien. Paragraphe 4. Quelques conséquences du passage de l'économie virtuelle à l'économie réelle. Ou quelques implications. Quelques implications, parce que c'est plutôt en termes de nécessité qui ne sont pas encore, dont la réalité n'est pas toujours établie, quelques implications du passage de l'économie virtuelle, entre guillemets, hein, c'est au sens où nous l'avons caractérisé, n'est-ce pas, à l'économie réelle. Toujours entre guillemets. J'ai dit plus haut qu'il fallait que les techniques que l'on mobilise soient en conformité avec les principes de la théorie économique. Ça veut dire, par exemple, que dans le cas des méthodes qu'on appelle les méthodes coût-contrepartie, dont les méthodes coût-avantage sont une des modalités, d'accord ? Coût, méthode coût-contrepartie, on va en parler dans le chapitre qui suit. Eh bien, dans le cadre de ces méthodes de coût-contrepartie, si on les utilise, il va falloir identifier et quantifier les coûts effectifs. On va donc avoir à identifier des coûts et à quantifier des coûts de choses qui peut-être n'ont pas de prix, n'est-ce pas, ou qui ont des prix partiels. Autrement dit, on ne va pas pouvoir se reposer sur les marchés de ces choses-là, n'est-ce pas, et on va devoir essayer d'identifier et de quantifier des coûts en recourant à ce qu'on appellerait de façon générique des marchés alternatifs, par opposition au marché naturel quand il existe, n'est-ce pas, de cette ressource ou de ce bien. Alors, ça veut dire quoi? Recourir au marché alternatif. En fait, ça veut dire que si les actifs dont on cherche à estimer le prix ou la valeur ont déjà un prix financier, il va falloir utiliser des instruments de rectification de ces prix financiers pour aboutir à ce qui serait leur prix économique. D'accord? Une rectification qui, selon les cas, peut être partielle ou totale. Mais on connaissait ça déjà, n'est-ce pas? Ou alors, il va falloir, quand on a affaire à des actifs hors marché, si vous voulez, il va falloir introduire des instruments de valorisation
par le recours à diverses sortes de marchés alternatifs. C'est-à-dire qu'on va avoir, d'une part, des méthodes de rectification des prix observés, et d'autre part, pour les actifs hors marché, n'est-ce pas, et notamment un certain nombre d'actifs naturels hors marché, on aura des méthodes de valorisation, c'est-à-dire qu'on va chercher à pouvoir donner une valeur à quelque chose qui n'a pas de marché. Et donc on va recourir à ce qu'on appellera, on le verra plus tard, des marchés alternatifs, comme ce qu'on appellera les marchés substituts, les marchés implicites, les marchés théoriques, les marchés générés, etc., etc. Donc tout ça, on peut le grouper sous le vocable de marché alternatif. Donc voilà une première conséquence, n'est-ce pas, le recours à des méthodes de valorisation, le développement de ces méthodes de valorisation, à côté des méthodes de rectification des prix qui étaient déjà bien connues, si je peux dire, de l'évaluation économique déjà pratiquée depuis des décennies. Hein, quand je parle de la méthode des prix de référence, c'est bien la construction de prix économiques, n'est-ce pas, destinés à se substituer dans le calcul et dans l'analyse pour la décision au prix financier, n'est-ce pas, au prix observé. Donc il existait déjà des méthodes de rectification des prix, n'est-ce pas? Voilà un nouveau champ qui s'ouvre, si vous voulez, celui des méthodes de valorisation. Il y a une autre question importante aussi, sans exclusive aucune d'autres questions, qui est posée par ce passage d'une économie virtuelle observée à une économie réelle occultée. C'est la question de l'espace des acteurs qu'il convient de considérer. Il y a d'une part des acteurs qu'on pourrait dire des acteurs présents au contrat. Ça veut dire des acteurs dont les intérêts, dont le calcul économique les concernant, n'est-ce pas, est pris en compte sous une forme ou sous une autre. N'est-ce pas? Qu'ils soient présents au contrat ne veut pas dire forcément qu'ils soient des décideurs à proprement parler, n'est-ce pas? Mais enfin, ils y apparaissent, par exemple dans un projet, n'est-ce pas? C'est peut-être pas des gens qui vont du tout participer à la décision, n'est-ce pas? Mais le projet va modéliser en quelque sorte, si vous voulez, le système de ces gens-là et va éventuellement expliquer que mettre en œuvre le projet donc va leur apporter un bénéfice, etc., etc. Bon, ça ne veut pas dire qu'ils aient une part effective à la décision, mais ça veut dire que, disons, ils sont pris en compte d'une certaine façon par les décideurs dans le calcul, enfin, bon, sous les espèces qui intéressent le décideur, évidemment. Et donc vous avez des acteurs présents au contrat, que ce soit les décideurs ou que ce soit des gens dont finalement, disons, dont le calcul qui a été élaboré est censé prendre en compte la présence et l'impact de l'action en question sur eux. Et puis vous avez ce qu'on pourrait appeler des tiers absents. Vous avez des tiers absents au contrat. Et alors, je parlais de ces deux dimensions de l'espace et du temps, il y a plusieurs sortes de tiers absents. Il y a des tiers absents contemporains, qui soient proches ou éloignés, n'est-ce pas? Mais ils sont absents au contrat. Et puis, vous avez cette autre catégorie de tiers absents au contrat, que sont les générations futures. Alors, sur ces deux questions, je vous disais que sur la question de la prise en compte de l'espace, les choses peut-être n'avaient pas progressé d'une façon très évidente. Sur la question des tiers absents contemporains, vous avez des travaux, je disais que la discipline était en pleine recherche, n'est-ce pas? Vous avez des travaux visant à étendre la notion de filière aux effets de synergie et aux effets de complémentarité et de substitution. Donc ça permet de
de considérer les variations d'utilité, si vous voulez, des acteurs en question qui peuvent être concernés, à la suite donc de la dynamique de cette filière. Et puis, pour ce qui est des tiers absents non contemporains, que sont les générations futures, l'évaluation économique peut s'enrichir de travaux qui ont été menés. Alors, vous avez entendu parler des théories sur la justice intergénérationnelle, sur l'équité intergénérationnelle, des travaux sur le taux d'actualisation équitable, etc., etc. Bien, j'allais terminer avec ce chapitre 1 très général, donc pour présenter et situer les différentes problématiques autour des projets, de l'analyse de projets, de l'évaluation économique des projets, de l'évaluation économique générale. Et j'ai donc annoncé un cours qui sera plutôt un cours d'évaluation économique générale, encore une fois, prenant la convention qu'on appellera projet, toute espèce de choses qui se traduirait par de transformation qui se traduirait par une destruction d'actifs ou une création d'actifs. Est-ce qu'il est bien raisonnable de commencer à cette heure-ci un chapitre nouveau? Merci.